Bon, alors nouvelle vidéo pour les cinquièmes, pour le lundi 4 mai. C'est parti, donc on finit le chapitre sur l'affirmation de l'État monarchique. Pour aujourd'hui, vous aviez des questions sur Jeanne d'Arc, donc on va les corriger rapidement. Alors, quelle est la situation territoriale du royaume de France à la mort de Charles VI? Eh ben, les Anglais dominent au nord de la France et en Aquitaine. L'Aquitaine, c'est une région du sud-ouest. Pourquoi appelle-t-on Charles VII le petit roi de Bourges? Parce qu'il s'installe à Bourges avec ses fidèles et il n'a qu'une faible autorité. On l'appelle roi, mais au final, c'est pas du tout lui le plus puissant. Numéro 3, d'où vient Jeanne d'Arc? Elle est née à Domrémy, à Domrémy, elle est fille de paysan. Qui va-t-elle rencontrer à Chinon? Pour quelle raison? Elle rencontre donc le roi Charles VII pour le convaincre qu'elle peut sauver Orléans. Donc Orléans à l'époque c'est une ville très importante en France. Orléans qui est donc sous le contrôle des Anglais. Et le conduire à Reims pour le sacre. Donc le faire en sorte qu'il devienne vraiment roi, un roi important. Que doit prouver Charles VII avant de confier une armée à Jeanne d'Arc? Alors, il doit prouver qu'elle est pure et envoyée de Dieu. Que se passe-t-il le 28 octobre 428? Les troupes anglaises tentent de prendre Orléans. Le siège dure 7 mois. Donc là, je vous répète, Orléans à l'époque, très important. Et un siège, donc c'est quand une armée se met autour d'une ville pour la faire tomber. 7 mois, c'est énorme, c'est totalement énorme. Comment Jeanne d'Arc réussit-elle à galvaniser ses troupes? Donc galvaniser, ça veut dire motiver. Grâce à sa foi et son enthousiasme. Je vous le rappelle qu'à l'époque, tout le monde est religieux, hein, tout le monde croit en Dieu. Donc c'est important d'avoir cette image de femme pure envoyée par Dieu. Que se passe-t-il? Et donc son enthousiasme, parce qu'à l'époque, les Anglais sont puissants, les Français ont moins de morale, et le fait qu'elle arrive et qu'elle dise on peut gagner la guerre, etc., ça remet du baume au cœur aux troupes. Que se passe-t-il le 8 mai 1429? Elle rentre victorieuse sous les acclamations de la foule. Donc elle libère Orléans. À quelle date conduit-elle Charles VII à Reims? En quoi est-ce un événement important? Donc en 1429, elle amène Charles VII à Reims, donc c'est pas elle hein, qui l'amène, mais elle lui permet de faire ça, et il est sacré roi de France. Et c'est important car là, ça veut dire que son pouvoir vient de Dieu. Donc ça augmente considérablement, donc de façon importante, son pouvoir. Quel est le sort de Jeanne d'Arc un an plus tard? Et finalement, un an plus tard, elle est capturée par les Bourguignons. Hein. Donc, les Bourguignons, c'est en gros dans l'est de la France, c'est une région française, à l'époque très puissante, qui la livre aux Anglais. Donc, pour quelle raison est-elle brûlée vive le 30 mai 1431? Elle est jugée à Rouen pour hérésie. Donc Rouen, au nord de la France, contrôlée par les Anglais. Donc en gros, les Bourguignons, donc les Français, la donnent aux Anglais pour hérésie. En gros, hérésie, c'est quand on n'est pas dans les canons de l'Église, quand on n'est pas dans le dogme de l'Église, quand on ne respecte pas ce que l'Église veut. Donc en gros, là, elle est prise pour une sorcière. Les Anglais disent que c'est une sorcière. Forcément, puisqu'elle dit Dieu est avec moi, les Français vont battre les Anglais. Les Anglais disent bah non, c'est une sorcière. Dieu ne peut pas dire ça. Et ça les arrange bien de la brûler vive. Que décide le nouveau procès 25 ans plus tard? En gros, il y a un nouveau procès, bon, une fois qu'elle est morte, hein, qui dit c'est bon, on la réhabilite. Ça veut dire en fait, non, ça va, ce n'était pas une sorcière. Donc là, voilà, c'était pour la petite histoire. Hein, tout ça pour vous faire comprendre que souvent, religion, politique, pouvoir militaire, c'est mélangé à cette époque. Avec qui Charles VII signe-t-il la paix en 1435? Il signe avec les Bourguignons, donc les mêmes Bourguignons qui avaient donné Jeanne d'Arc aux Anglais, donc les Bourguignons très 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 puissants à l'époque, dont les terres reviennent dans le royaume de France. Donc en gros, ça permet à Charles VII de devenir beaucoup plus puissant. À quelle date se termine la guerre de Cent Ans? Elle se termine en 1453. Petit b, l'affirmation de l'État pendant la guerre. Donc ça, côté court, vous marquez ça. Petite pause sur la vidéo pour marquer ça, puis tac, vous mettrez ça. Charles VII, ça, c'est ses dates de règne, renforce son pouvoir royal grâce à l'action de Jeanne d'Arc dans la guerre de Cent Ans.
Hop, là, on va rapidement dessus. Il reçoit les insignes du pouvoir royal, donc c'est les symboles, hein, ce qui augmente son autorité. Il crée les compagnies d'ordonnance. Derrière ce mot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la première armée permanente et salariée. Avant, les armées, on prenait des paysans, on leur donnait des armes, et c'était une armée. Mais voilà, ils n'étaient pas bien entraînés, etc. Là, c'est permanent, donc c'est tout le temps, il y a tout le temps une armée. S'il y a une attaque, hop, on est prêt, on a une armée. Et elle est salariée, elle reçoit un salaire, donc c'est leur métier. Donc c'est les premiers soldats de métier. Et après, donc il va agrandir son domaine royal. Là, on l'a vu avec les Bourguignons. Et ses successeurs feront pareil. Ils vont agrandir encore le royaume de France. Nouveau chapitre. C'est pour ça que j'allais très rapidement. Là, on avait presque fini cette histoire-là. Donc, fini ce chapitre sur l'affirmation de l'État monarchique. Et bienvenue à un nouveau chapitre. Donc ça, hein, vous avez mis pause, vous avez écrit côté court. Une fois que c'est fait, tac, on saute une page, on saute 2 pages. Histoire. Thème 3, donc nouveau thème. On n'est plus dans le thème 2. Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde, au XVIe et XVIIe siècle. Chapitre 1, le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc Charles Quint, on dit Charles Quint. Charles Quint, ça veut dire 5. En gros, c'est Charles V. Soliman le Magnifique. Hop, vous marquez ça. Problématique. Quelle est la place des Ottomans et des Ibériques dans le monde au XVe et XVIe siècle? Donc ibérique, j'ai mis ça parce que Charles Quint, il est plus ou moins espagnol, hein, c'est pour simplifier la chose. Et l'Ibérie, c'est la péninsule ibérique. En gros, c'est la péninsule où il y a l'Espagne et le Portugal. Une péninsule, c'est un bout de terre qui sort un petit peu d'un continent. Et si vous regardez bien, l'Espagne et le Portugal, ils sortent un petit peu de l'Europe. Donc, péninsule ibérique, ce qui donne les Ibériques. Un peuple. 2 empires, 2 empereurs européens. Donc, tac, premier grand 1. 2 empires, 2 empereurs européens. Hop, de qui on va parler? En gros, on va parler de Soliman le Magnifique et de Charles Quint. C'est eux, c'est des empereurs. Une fois que c'est marqué, côté exercice, tac, vous marquez ça. Donc là, je vous ai mis les 2 questions. En gros, l'idée, c'est qu'on va faire une comparaison entre ce qui se passe dans l'empire de Charles Quint et dans l'empire ottoman de Soliman. Donc, première question. Donc, en fait, les 2 questions, vous les faites ensemble. Hein, il faut essayer. Là, on est en fin de 5e, hein, même s'il y a le confinement, donc il faut essayer, hop, on mélange les deux questions pour faire apparaître une réponse où il y a des points communs. Décrivez l'extension géographique de l'empire de Charles Quint. Donc en gros, c'est l'extension maximum, c'est la taille maximum de son empire. Donc où est-ce qu'il y a son empire? Et autre question, donc là, 1 page 125, quel territoire l'Empire ottoman englobe-t-il? Donc où est-ce qu'il y a de l'Empire ottoman et quels territoires sont conquis au XVe siècle? Donc vous allez voir les cartes, vous allez voir les documents. Vous mettez en pause la vidéo et vous répondez rapidement. Une fois que c'est fait, tac, on revient. Alors, l'empire de Charles Quint est constitué de l'actuel. Hein, je souligne toujours ça, hein, l'actuel. On ne dit pas Espagne, Autriche, Allemagne, Pays-Bas. C'est l'actuel. Parce qu'à l'époque, ça n'existe pas. Donc, constitué de l'actuel Espagne, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, le nord et le sud de l'Italie, hein, pas le centre, et des nouvelles conquêtes, l'ouest de l'Amérique centrale et du sud. L'Empire ottoman de Soliman, pour sa part, s'étend sur toute la partie ouest de la Méditerranée, la partie est de la Méditerranée et autour de la mer Noire. Donc là, je vous laisse regarder sur la carte où est la mer Noire. Et il y a des nouvelles conquêtes, donc la Hongrie, l'Arménie et l'Irak actuel. Ces 2 empires sont les plus puissants d'Europe. Et en plus, ils s'agrandissent. Donc c'est ça l'idée, c'est que là, on a l'affaire aux 2 personnes les plus importantes en Europe à cette époque-là. Charles Quint et Soliman.
Question 6, page 123 et 2, page 125. Expliquez quelles sont les ambitions de Charles Quint et les difficultés auxquelles il se heurte. Et pour Soliman, quels sont les atouts de l'armée ottomane? Donc déjà, vous voyez que les deux questions, là je vous parle d'ambition et là je vous parle d'armée. Donc les ambitions, elles sont sûrement un petit peu liées à la guerre. Ça peut vous aider. Pareil, vous mettez en pause, vous allez répondre. Même idée, on compare les deux situations. Une fois que c'est fait, vous revenez. Comme d'habitude, hein, faites-le sérieusement. Si vous allez directement à la correction, bah ça sert à rien. Autant de rien faire, parce que votre cerveau va rien retenir. Donc autant aller lire un petit bouquin qui vous fait plaisir ou jouer à la console. Là, faites en sorte d'être autonome, d'être mature. Le confinement, c'est facile pour personne, mais c'est l'occasion pour vous de gagner en autonomie et en maturité. Donc c'est une bonne chose. Les ambitions de Charles Quint, c'est d'avoir un immense empire. Et pas n'importe quel empire, un empire catholique, riche de beaucoup d'or. Ce qui l'intéresse, c'est les deux choses. La religion. Il veut, dans son idéal, il veut que tout le monde soit catholique. Donc faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas de religion ou qui n'est pas catholique devienne catholique, eh ben, il n'y a pas que 36 000 solutions. Il faut aller chez lui dire bonjour avec une épée et le convertir. Et riche de beaucoup d'or. Donc il va en Amérique et il trouve ses soldats et ses fonctionnaires trouvent des mines d'or. À l'époque, l'or c'est très important. C'est ce qui fait la richesse d'un pays. Pour l'armée ottomane, elle est expérimentée. Ça veut dire que ses soldats, ses officiers ont fait beaucoup de guerres, donc ils sont très efficaces. Elle est bien équipée, très bien équipée par l'Empire. Donc l'Empire ottoman donne beaucoup d'argent à cette armée pour qu'elle soit bien équipée, des bonnes armes, des bonnes chaussures, des bons canons, etc., etc. Elle se bat et s'entraîne régulièrement. C'est ça qui est important. C'est que si vous avez une armée mais que les gens ne font jamais la guerre dans cette armée et ne s'entraînent pas et ne se battent pas, le jour où il y a un vrai combat, ils vont pas être efficaces. C'est pas le cas des Ottomans, ils sont très efficaces. Donc ces deux empires sont conquérants et souhaitent s'agrandir. C'est toujours la même idée. On a affaire à deux grosses puissances qui en plus veulent s'agrandir. Donc à l'époque, pour s'agrandir, comment est-ce qu'on fait? On fait la guerre. Parti court. Vous avez parti court, c'est le grand 1, et vous me marquez ça. Charles Quint et Soliman règnent au XVIe siècle sur des empires très étendus en Europe et autour de la Méditerranée. Les empereurs ont la volonté de s'imposer sur des territoires de plus en plus vastes, donc de plus en plus grands. Charles Quint veut exploiter les territoires des Amériques, alors que Soliman se tourne vers l'Europe de l'Est. Donc l'idée pour Charles Quint, c'est de traverser l'Atlantique et de conquérir les Amériques, qui viennent d'être découverts. On va le voir plus tard dans le chapitre. Et Soliman, lui, il commence à se dire, ah, l'Arménie c'est intéressant, la Hongrie c'est intéressant, donc en Europe. Ils ont aussi des ambitions religieuses et politiques. Charles Quint s'oppose aux protestants. Donc, je vous rappelle, Charles Quint il est catholique, donc il n'aime pas trop les protestants, il n'aime pas trop non plus les musulmans. Son idée à lui, c'est de développer le catholicisme, donc la religion catholique. Soliman, lui, est à la tête d'un empire musulman. Donc son idée aussi, c'est de faire en sorte que les musulmans puissent s'épanouir, même si son empire est cosmopolite, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs religions et cultures. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être juif ou chrétien et habiter dans l'Empire ottoman. Vous n'allez pas vous faire tuer. Vous allez payer des taxes particulières, des impôts, mais vous avez le droit d'être là. Donc c'est la différence. Son empire là, il est plus cosmopolite. Il y a plus de différences. Vous marquez ça. Petite pause, vous marquez ça, côté court, à votre rythme. Je vous rappelle que c'est ça l'intérêt des vidéos. J'explique assez rapidement parce que parler devant un ordinateur, c'est bizarre, hein, c'est un peu étonnant. Mais l'idée, c'est que vous pouvez aller à votre rythme. Retourner en arrière, faire des pauses, soit pour voir quelque chose que vous n'avez pas compris, aller chercher un mot sur un moteur de recherche, ou tout simplement faire une pause pour recopier le cours. Grand 2, deux empereurs qui envisagent leur politique à l'échelle mondiale. Donc c'est deux empereurs qui réfléchissent à grande échelle. Ils voient le monde, ils ne voient pas juste au bout de leur nez. Alors, là vous avez une vidéo, vous allez y aller, vous allez résumer cette vidéo.
C'est-à-dire que vous allez la regarder, elle est pas longue, je crois qu'elle fait 4 ou 5 minutes. Votre résumé et après en gros ça va être la partie où on va dire: «Ouais, on met ça dans l'exercice». C'est l'histoire de comprendre, donc compétence, extraire une information, des informations pertinentes d'un document, donc là d'une vidéo. Je vous aide un peu pour vous montrer qu'est-ce qui est vraiment pertinent. C'est pas exhaustif, ça veut dire que vous pouvez mettre d'autres choses si vous considérez qu'il y a d'autres choses d'important. Par contre, ce qu'il y a là doit être dans votre réponse. Vous regardez la vidéo et au fur et à mesure, vous mettez la vidéo sur pause et vous me faites des phrases, vous me faites des choses logiques, simples, hein. Vous partez pas, on n'est pas, là pour faire du Victor Hugo, du Baudelaire, non, vous faites simple. Là, je vous ai mis les mots. Donc dans votre réponse, dans votre résumé, il doit y avoir Empire ottoman, 1453, Constantinople. Toutes ces choses-là. Là, je vous laisse en autonomie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, normalement il n'y en a pas, parce que tout est expliqué dans la vidéo, mais s'il y a des termes sur lesquels vous bloquez, vous allez voir sur internet. Prenez votre temps, vous faites ça bien. Tous ces mots-là doivent être ici. Si c'est pas le cas, vous passez à côté de quelque chose dans le cours, et du coup ce sera pas complet. Je vous rappelle qu'on se revoit bientôt, hein. À l'heure où je fais cette vidéo, on doit se voir le 18, si ça change pas, d'ici là. Et quand on va se revoir, bah, il y aura des évaluations, forcément. Puis tout simplement, je vérifierai que vous avez travaillé. L'idée aussi, c'est que si vous n'avez pas tout fait, cette séance-là ou d'autres séances, bah, rattrapez le retard, hein. L'important, c'est d'avoir tout fait le jour de la rentrée. Hop, donc ça, c'est votre, vous faites votre exercice. Je corrige pas, hein, puisque ça, c'est déjà la correction. Une fois que c'est fait, vous passez partie cours et vous marquez ça. Soliman et Charles Quint sont des chefs religieux, politiques et militaires. Ils souhaitent agrandir leurs empires en Europe, au Proche-Orient et en Afrique pour Soliman, et en Amérique pour Charles Quint. Ils s'opposent militairement, notamment en Hongrie. Je dis ça, je dis rien. Notamment en Hongrie et politiquement. Ils représentent le catholicisme et l'islam. Catholicisme pour Charles Quint et l'islam pour Soliman. De nombreux contacts guerriers ou commerciaux existent entre ces deux empires. Donc là, je le répète, il n'y a pas forcément, on avait déjà parlé dans un autre chapitre, il n'y a pas forcément que des contacts guerriers militaires, des batailles et des guerres entre deux grosses puissances. Souvent, les deux grosses puissances, elles commercent surtout entre elles. Donc bien sûr, il y a des batailles, comme notamment, je dis ça, je dis rien, qui vont opposer les deux, mais surtout, c'est du business. Il va y avoir des ventes, du commerce, etc. On arrive bientôt sur la fin de ce cours, ne vous inquiétez pas. Grand 3, la première mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est une mondialisation des échanges. C'est-à-dire que on va commencer à échanger, à être en contact avec des gens de plus en plus loin. Avant, à cette époque, on est en contact avec son village et le village d'à côté, ou la ville d'à côté, mais pas plus loin. Là, à partir de ce moment-là, il y a des ensembles, par exemple l'Europe, un ensemble géographique, qui va être en contact avec un autre ensemble géographique, par exemple les Amériques. Donc là, c'est la mondialisation. On va par exemple tuer un grizzly au Canada, prendre sa peau et le vendre dans l'actuelle Angleterre, par exemple. Ou alors on va aller dans une mine d'or dans l'actuelle, on va dire Guatemala, en Amérique centrale, et hop, ça va arriver à Séville, en Espagne. Vous voyez, l'idée, c'est que il y a des flux, il y a des échanges. Il y a des gens qui bougent, qui prennent le bateau, qui vont faire des guerres, qui vont faire du commerce. Donc, hop, petit cours introductif. On a beaucoup écrit aujourd'hui, mais au dernier cours, c'était tranquille. Donc là, on reprend. Au XVe et au XVIe siècle, une première mondialisation s'accomplit, donc a lieu. Grâce aux grandes découvertes, les Européens étendent leur domination sur le monde politiquement, économiquement, mais aussi spirituellement. À cette époque, l'Europe est très influente sur le monde. Le monde connu s'étend désormais au globe. Donc, le monde connu, ça veut dire le monde connu par les Européens. Je vous rappelle qu'à l'époque, un peu avant de cette époque-là, l'Amérique n'est pas connue des Européens. L'Australie n'est pas connue des Européens. Il y a plein d'endroits où on ne sait pas que ça existe. Bien sûr, l'Indien qui habite dans les actuels États-Unis, donc en Amérique, il sait que ça existe.
hein, bien sûr. Mais les Européens, eux, n'en savent rien. Ils pensent que y a pas de ça n'existe pas. Donc ils découvrent, en faisant des expéditions en bateau et là maintenant, le monde connu, c'est tout le globe actuel. Donc tout ce que nous on connaît aussi aujourd'hui. Donc là, les explorations, on va en parler juste après. La Méditerranée, par contre, reste un enjeu important entre l'empire de Charles Quint et celui de Soliman le Magnifique. Ces deux empires ont connu alors leurs apogées. Leurs apogées, ça veut dire qu'ils étaient au top. Ils n'ont pas fait mieux après. Ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ils avaient un essor économique, politique, commercial. C'est le moment où ils étaient les plus grands et les plus puissants. Le royaume de France se place, avec François Ier, au cœur de ces relations internationales. Donc là, j'ai placé une petite phrase pour la France, hein, histoire de, parce que François Ier, qu'est-ce qu'il va faire? François Ier, qui est chrétien, va s'allier avec Soliman le Magnifique, qui est musulman, contre Charles Quint. Parce que je vous rappelle, la France est entourée en fait par Charles Quint. L'actuelle Espagne, l'actuelle Allemagne, l'actuelle Autriche, l'actuelle Pays-Bas, tout autour de lui, il y a Charles Quint. Donc il a un petit peu peur, François Ier. Donc il se dit, vaut mieux que je m'allie avec lui. Ça va équilibrer les forces. Vous marquez ça, donc, hein, en grand 3. Puis, tchou, vous avez ça à faire pour lundi prochain. Vous inquiétez pas, c'est ludique, c'est un petit, on va pas dire jeu parce que c'est pas non plus super fun, mais disons que c'est pas l'activité la plus désagréable que vous allez avoir à faire cette année en histoire-géographie. Vous allez sur ce site-là, en gros, vous avez 4 personnages, 4 visages, vous cliquez dessus, et il y aura des chiffres, des statistiques, des petites anecdotes sur 4 personnes importantes, 4 explorateurs. Donc vous cliquez sur leur visage, et vous notez, côté exercice, leur nom, ainsi que 5 informations minimum sur chacun d'entre eux. Donc vous prenez les informations qui vous plaisent le plus. Bien sûr, vous mettez pas il adore telle personne, adore la couleur bleue et met souvent des pulls en laine. Ça nous intéresse pas. Vous mettez des informations importantes liées au sujet. Mais vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans ces choses-là. Donc là, l'exercice, c'est extraire une information toujours pertinente, hein. L'idée, c'est que vous travaillez sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et c'est en faisant que vous allez pouvoir progresser sur ça. Voilà, travaillez bien, prenez votre temps et on se voit bientôt. Bonne journée.